On revient maintenant sur cette décision de la Cour suprême du Canada qui maintient la constitutionnalité de l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis. L'entente, vous le savez, prévoit que, sauf exception, les demandeurs d'asile aux frontières terrestres demandent asile dans le premier pays où ils arrivent. Cet accord a été modernisé en mars à la suite de négociations entre Ottawa et Washington. Alors, pour faire le point sur l'impact de cette décision sur le traitement des demandeurs d'asile, je retrouve France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International pour le Canada. Bonsoir, Madame Langlois. Bonsoir. Alors, les juges ont rejeté les arguments de groupes de demandeurs d'asile et d'organismes qui leur viennent en aide. Vous invoquiez l'article 7 qui garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, comme conséquence sur les demandeurs d'asile? Bien, les impacts qui sont connus, ils sont déjà là. Donc, depuis 2004 que cette entente existe entre les deux pays, entre les États-Unis et le Canada. Et depuis 2017, donc, on contestait devant les tribunaux cette entente. La Cour fédérale nous a donné raison. La Cour suprême vient de statuer, vient de renverser le jugement. Ce que l'entente fait, c'est que c'est une fermeture de frontières, en fait. Donc, si les personnes arrivent par voie terrestre à un poste frontalier régulier, elles sont retournées vers les États-Unis. Les États-Unis étant, selon cette entente, considérés comme un pays sûr. Donc, c'est ce qu'on conteste. Donc, il y avait une brèche dans l'accord parce que l'accord ne faisait référence qu'aux postes frontières réguliers. Et donc, ça laissait tout le reste de la frontière. Oui, le fameux chemin Roxham, par exemple. Et donc, est apparu le fameux chemin Roxham. Pourquoi le chemin Roxham? Parce que il y a plusieurs décennies, je crois que dans les années 50, il y avait là un poste frontière. Donc, il y a une route qui traversait les États-Unis et le Canada. Donc, ça devenait un pis-aller, un point de passage irrégulier, mais plus sûr que de passer à travers les rivières, les forêts, etc. Mais là, vous nous dites, Madame Langlois, que ça a un impact déjà. Alors, quel est cet impact sur le terrain, quotidiennement peut-être, là, pour les migrants? Bien, c'est que ça rend l'asile difficile, c'est qu'on bloque l'asile. Donc déjà, d'avoir à passer par le chemin Roxham, c'était déjà un impact de l'entente sur les tiers pays sûrs. En bloquant l'accès au chemin Roxham, qui était un moindre mal, qui était relativement sûr, ça fait en sorte que les personnes migrantes, les réseaux aussi de passeurs se réorganisent, vont se réorganiser et les personnes vont devoir passer par des chemins beaucoup moins sûrs. Donc, on sait à l'heure actuelle que il y a autant de demandes d'asile. D'une part, les demandes d'asile des personnes qui arrivent dans les aéroports du Canada augmentent et d'autre part, on assiste à une hausse des demandes d'asile de personnes dans les villes. Donc, par exemple, à Montréal, on fait une demande d'asile. À Toronto, on fait une demande d'asile. Mais il faut bien que ces personnes-là soient passées par quelque part. Donc, par où elles sont passées? On ne le sait pas, mais elles sont passées par quelque part. Et donc, il n'y a pas d'impact sur le nombre de demandes d'asile. On est à peu près dans les mêmes chiffres et on suppose par ailleurs que ça va continuer à croître parce que c'est la tendance mondiale. Le nombre de personnes qui sont forcées à prendre les chemins de l'exil ne fait que croître. On parle de plus de 100 millions de personnes à l'heure actuelle. À chaque année, le chiffre augmente de façon assez exponentielle. Et ça, c'est malgré toutes les fermetures de frontières parce que tous les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, la tendance est de fermer les frontières. Soit qu'on construit des murs, soit qu'on fait des ententes de tiers pays sûrs, soit qu'on fait d'autres types de politiques. Par exemple, en Méditerranée, on va carrément repousser les embarcations vers les pays d'où ils viennent, la Tunisie ou autres. Mais le nombre de personnes qui cherchent l'asile ne cesse de il y en a pas grandir. Moins. C'est ce que vous nous dites. Alors, mais il y a peut-être une brèche, là, parce qu'il y a une partie de la contestation qui est renvoyée devant la Cour fédérale, c'est celle sur l'article 15. Alors, expliquez-nous donc, en termes pas trop techniques, c'est possible, parce que c'est compliqué ce type de loi, de quoi il s'agit exactement?
L'article 15 c'est de la Constitution, donc on invoque la Constitution canadienne, la Charte. C'est l'article qui concerne l'égalité entre les genres, entre les femmes et les hommes, qui est élargi à l'ensemble des genres, selon les orientations ou le genre auquel on s'identifie maintenant. Il est reconnu maintenant en droit international, et le Canada le reconnaît, que des femmes, par exemple, peuvent être victimes de violences, de discrimination en raison de leur sexe, en raison du fait qu'elles sont femmes, et donc c'est un motif valable pour demander l'asile. Mm-hmm. Les États-Unis ne reconnaissent pas ce motif comme étant un motif valable pour demander l'asile. Donc, en retournant une femme, ou une personne homosexuelle ou une personne transgenre aux États-Unis, à partir du moment où on ne reconnaît pas les violences que ces personnes-là font basées sur le sexe ou l'orientation ou le genre, on les expose à ce qu'elles soient retournées dans leur pays et qu'elles continuent à subir les violences qu'elle subissait au départ. Mm-hmm. Tandis que si cette personne-là arrive au Canada et qu'elle fait une demande d'asile basée sur une discrimination de genre, donc on invoque l'article 15 sur l'égalité entre les sexes, sa demande, elle est recevable ici au Canada. Bon, alors, et donc, c'est l'article sur lequel la Cour fédérale ne s'est pas prononcée. Et là, la Cour suprême dit à la Cour fédérale, bien, faites vos devoirs, prononcez-vous maintenant sur cet article-là. Bon, alors là, il y a peut-être de l'espoir de ce côté-là. Et l'un de vos arguments, puisque vous parlez des États-Unis, c'est que les États-Unis ne peuvent plus être considérés comme un pays sûr. Alors, pourquoi, selon vous? Parce que, d'une part, ils pratiquent toujours le refoulement. Donc ça, c'est une condition importante du droit à l'asile. Quand on met en œuvre le droit à l'asile, c'est que il faut pas refouler les personnes vers un pays où elles sont susceptibles d'être victimes de discrimination, emprisonnées, torturées, menacées. Et donc, il ne s'agit pas de déterminer si cette personne-là précisément fait face à ce type de violence ou de menace, mais si ce type de violence et de menace existe dans le pays où elle serait refoulée. Par exemple, en Afghanistan, par exemple, en Arabie Saoudite, par exemple, en Iran. Or, les États-Unis pratiquent le refoulement. Ils retournent les personnes dans des pays où elles sont susceptibles d'être violentées, d'être menacées, emprisonnées, torturées, d'une part. D'autre part, on criminalise de plus en plus la migration aux États-Unis. Donc, on emprisonne les personnes migrantes. Lorsque la personne elle est refusée à la frontière terrestre canadienne, elle est retournée, elle est pas juste retournée comme ça. On la remet dans les mains des autorités policières américaines et les personnes sont emprisonnées et dans des conditions qui, selon ce qu'on a observé et selon ce que la Cour fédérale a également reconnu, dans des conditions qui sont jugées inhumaines, qui ne respectent pas les droits des personnes de façon générale et des personnes migrantes en particulier. En terminant, Mme Langlois, qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'Immigration, M. Fraser, qui dit que tout ça, finalement, c'est une question de contrôle des frontières? C'est pas le seul. Il y a plusieurs pays qui avancent cet argument-là, évidemment. Bien, si on veut contrôler la frontière, il faut laisser les personnes demandeuses d'asile arriver par des postes frontières réguliers, par des passages réguliers. C'est la meilleure façon de contrôler la frontière parce que comme ça, on peut les recevoir. On sait qui sont ces personnes-là, on sait où elles s'en vont et donc on a un contact avec elles et on peut suivre ces personnes-là pendant tout le temps qu'on étudie leur demande d'asile. Alors que si on ne fait pas ça, comme je le disais au début, les personnes vont chercher d'autres chemins. Elles sont prêtes à tout. Quand on est rendu là, on est prête à tout. On est prêt à tout. Et donc, on va passer par des chemins qui sont extrêmement dangereux. Ces personnes-là sont déjà passées par des chemins encore plus dangereux. Le moindre mal, c'est la frontière entre les États-Unis et le Canada. Et donc, elles vont passer par la forêt, par les rivières. On ne saura pas qui est entré sur le territoire, où elles sont, comment elles vont, etc. Donc, et c'était d'ailleurs une des mesures qui était réclamée
et on avait une écoute pendant la pandémie. On réclamait la régularisation des personnes migrantes sur l'ensemble des territoires, justement pour des questions de sécurité publique. Merci beaucoup, Mme Langlois. Merci. Plaisir.